Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Monsieur Jerry Tamar, bonjour. Bonjour. Le net, il se porte bien? Toujours. Oui. Ah bon? Non, le net. À la guerre, comme à la guerre? Non, le net va bien. Le net va bien. Vous avez déployé vos militants au niveau de la CENI, au niveau des CELI et au niveau des CLC. La première zone concernant le recensement électoral a déjà pris fin et les statistiques, je ne dirais pas les statistiques, mais disons le bilan a été fait hier par la CENI à travers son président. Et vous avez pris part activement à tout ceci. Comment est-ce que vous appréciez tout ce qui a eu lieu? Non, écoutez, il faut le reconnaître, deux phases. Une première phase qui a été laborieuse, qui peut aller donc du 1er au 2 octobre, où le déploiement était plutôt difficile. Ceci dû à deux raisons. Vous savez que les OPS ont eu une petite période de débrayage et qu'il fallait aussi s'accoutumer au matériel, donc ça a été difficile, mais je pense qu'à partir du 3 octobre, les choses ont été très vite et le week-end du 5 ou 6, 7, du 5, 6, le week-end du 6 et 7 ont été très pris, vous avez vu ça, animé. Et puis ce qui a conduit certainement à repousser la fin du recensement jusqu'au 9. Donc globalement ça s'est bien passé. Ça a été projet de 24 heures. Voilà, globalement ça s'est bien passé. On a vu ça dans toutes les villes de la zone 1. Et particulièrement Lomé où les centres n'ont pas désemplis. Et je crois que les Togolais de la zone 1 ont compris la nécessité de se munir de cette carte d'électeur. Nous, on a fait un message qu'on a adressé aux populations en disant que la carte d'électeur, en cette période de pluie, est comme un parapluie. Quand vous sortez en période de pluie, même si la météo vous dit qu'il ne va pas pleuvoir, si vous avez un parapluie, tenez-le. S'il pleut, s'il ne pleut pas, c'est pas grave. Vous pouvez même vous abriter du soleil. Vous pouvez même utiliser votre parapluie s'il est grand comme une canne. Mais s'il pleut, vous êtes bien content de l'avoir. C'est la même chose pour la carte d'électeur. Allez faire votre carte d'électeur. S'il n'y a pas d'élection, c'est pas grave. C'est pas lourd, ça reste quelque part dans un coin de poche ou bien dans un tiroir. Mais s'il y a d'élection, vous êtes bien content quand même de faire votre devoir civique le jour où vos partis politiques respectifs vous appellent à aller voter. Donc c'est le message qu'on a passé. Oui. C'est le message que les partis qui ont pris part à cette consultation ont passé et je crois que ce message a touché l'ensemble des Togolais. Les partis dans le net. Les partis dans le net. Alors, Monsieur Jerry Tamar, vous auriez certainement lu sur les réseaux sociaux des gens qui se sont fait inscrire 2 ou 3 fois, 2 ou plusieurs fois. D'autres ont dénoncé, il y aurait eu des mineurs, on aurait fait des pressions sur les élèves de la classe de 4e, etc. Est-ce que vous aussi, vous avez eu ce genre d'informations? D'abord, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, l'existence des réseaux sociaux amplifie beaucoup de choses, mais il y a 2 éléments. Et ça, je pense que nos auditeurs doivent le savoir. Aujourd'hui, les kits ne sont pas en réseau. Donc, une personne qui est à Kodé-Sewa, qui se fait enregistrer à Kodé-Sewa, peut aller se faire enregistrer à Goué, et ensuite aller à Tchévier se faire enregistrer, et puis aller dans l'Est Mono et Lavagnon se faire enregistrer. Ça lui fera 4 cartes. Mais après, quand on va faire le traitement, puisqu'il y aura les doublons, qui seront détectés, après, comme le dit l'article 61 du Code électoral, c'est le dernier enregistrement qui va être pris en compte. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toute personne qui volontairement et sciemment se fait enregistrer à plusieurs reprises est bien entendu sous le coup de la loi. Maintenant, après, la question des mineurs, nous savons que la constitution du fichier électoral dans notre pays est imparfaite, puisque nous l'avons remarqué, vous savez, j'ai été candidat en 2015, et quand on a fait l'audit du fichier, plus de 115% du fichier se fait sur la base des témoignages. Et donc aujourd'hui, bien malin,
c'est quand on présente un enfant, surtout les jeunes filles qui sont souvent très précoces, entre 17 et 18 ans, quelle est la différence? Parce que la plupart du temps... Même 16 ans, 15-16 ans. 15-16 ans, voilà, parce qu'on regarde souvent l'aspect physique de la personne et c'est extrêmement difficile de pouvoir dire si une personne à 15-16 ans fait 18 ans ou pas. Donc ça fait partie des faiblesses du système, mais on s'est rendu compte aussi sur la base de 2015 que ce système-là ne profite nullement à une formation ou une autre, puisque et dans les zones où l'opposition a majoritairement eu de bons résultats et dans les zones où le parti au pouvoir a eu des résultats, ces témoignages... Ces anomalies, on dirait. Voilà, ces anomalies. C'est même pas forcément des anomalies, c'est-à-dire que c'est une situation liée à l'absence de l'état civil dans nos pays. Oui, donc, alors là, voilà. Vous êtes politique. Pourquoi maintenir une telle situation dès lors qu'on sait bien qu'on peut remédier à cela d'une autre manière et de manière beaucoup plus technique? Il faut demander aux gens qui sont à l'Assemblée nationale. Il faut que l'Assemblée nationale vote des lois qui simplifient l'obtention des pièces d'identité dans notre pays. Vous imaginez aujourd'hui, pour avoir une nationalité, si vous avez un parent direct qui l'a, c'est facile. Mais quand vous n'avez pas un parent direct qui l'a, c'est la croix et la bannière. Ça peut même vous durer, si vous n'êtes pas originaire d'une région, si vous êtes à Lomé par exemple, que vous n'êtes pas originaire de la région, vous pouvez passer pour 1 ou 2 ou 3 mois dans votre village, faire le certificat d'origine et tout ça. Et c'est cette complication qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, parfois quand il n'y a pas une nécessité, ne se font pas établir de pièces d'identité. Donc il n'y a pas une autre alternative pour se passer des témoignages dans l'enrôlement des citoyens? Non, mais puis après, maintenant, quand vous allez... ce qu'il faut aussi dire aux Togolais, c'est que en moyenne, dans beaucoup de pays de la sous-région, vous prenez le Mali, vous prenez le Niger, vous prenez même le Burkina Faso, au Togo, on a peut-être, comme je l'ai dit, un fichier électoral qui est à 115%. Dans d'autres pays, c'est jusqu'à 80-95%, parce que beaucoup de citoyens ne sentent pas la nécessité d'avoir une pièce d'identité. Parce que si vous n'avez pas accès, par exemple, à la banque et ainsi de suite, ou bien souvent c'est la banque même, hein, les services bancaires qui obligent certaines personnes à avoir des pièces d'identité. Quand vous vendez les coulis dans votre marché à Kwaratao, pourquoi vous avez besoin d'une pièce d'identité? Vous n'en avez pas besoin. Dès lors que votre enfant, votre fils se trouve quelque part, quand il vous envoie l'argent, il doit vous envoyer l'argent. Oui, mais quand il vous envoie l'argent, aujourd'hui, vous allez le récupérer avec Western Union, avec MoneyGram. On ne vous demande pas de pièce d'identité. Là-bas, c'est un code qu'on vous demande et que avec le code, vous récupérez votre argent. Donc, aujourd'hui, il faut reconnaître que notre état civil, l'obtention, sauf à rendre la carte d'identité obligatoire, aujourd'hui, ça fait que la carte d'identité n'étant pas obligatoire, beaucoup de personnes qui sont hors des systèmes financiers ne se sentent pas obligées d'avoir une carte d'identité. Bon, maintenant, les gens qui sont, par exemple, dans le système administratif, les élèves, les étudiants, ainsi de suite, qui ont besoin d'avoir une pièce d'identité pour leur scolarité, ainsi de suite, non, mais ça représente à peine 10% de la société. Donc, le témoignage des chefs, est-ce que cela est fiable? Je l'ai dit, ce n'est pas fiable. Parce que on prend l'exemple d'une jeune fille de 15 ans qui est arrivée, qui dit qu'elle a 18 ans. Mais l'ennui, c'est qu'il n'est pas établi aujourd'hui que ce témoignage-là profite à une formation ou bien à un groupe d'intérêt donné. Quand vous prenez par exemple Lomé, en 2015, Lomé, en termes de valeur absolue, était la localité qui avait le plus grand nombre de personnes enregistrées sur la base des témoignages. Et vous savez quand même que Lomé majoritairement vote opposition. En 2013, 80% de la population de Lomé a accordé son choix à l'opposition. Donc de là à penser par exemple que ça ne profite pas particulièrement au pouvoir, il ne faut pas faire le saut, mais c'est que je vous dis que les témoignages ne semblent pas profiter particulièrement à une formation politique, puisque c'est également réparti sur l'ensemble du territoire. C'est également réparti sur l'ensemble du territoire. Alors, au même moment, la coalition parlait donc de la biométrie intégrale. Ce qui est fait? Est-ce que c'est la biométrie ou bien, voilà? Non, c'est pas ce que les gens appellent la biométrie, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez faire votre carte d'électeur où vous apposez, finalement, ça fait 4 empreintes, les 2 pouces et les 2 index, qui sont enregistrés dans le système. Et c'est ça qui permet après, en réalité, quand on compare
les entrées se font d'abord, la comparaison se fait d'abord sur les noms, hein. Mais les noms, vous savez comment actuellement nous sommes dans un système de témoignage. Je peux aller je l'ai dit tout à l'heure, à Baguida dire je m'appelle Abalo Kofi, et puis arriver à Agoye dire je m'appelle Jerry Tama. Ça enregistre deux identités différentes. Mais avec le même visage. Avec le même visage. Même le visage, même ça ne permet pas, parce que quand vous regardez sur les cartes, souvent les conditions d'éclairage dans les salles ne permettent pas d'avoir une vraie identification. Mais la biométrie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas effacer. Vous savez, vos empreintes digitales, elles sont uniques et elles vous identifient. Donc, quand on va essayer de chercher les doublons, le premier élément, c'est d'abord enlever tous les noms qui se retrouvent en deux ou trois choses. Mais le deuxième... Et là, est-ce que ce n'est pas un travail décisif? Non, parce que justement... Chaque année, doublon... Mais pourquoi n'avoir pas mis le réseau, les ordinateurs en réseau, et puis éviter ce genre de doublons? Non, écoutez, vous avez des localités aujourd'hui au Togo où vous n'avez même pas le réseau cellulaire. Moi, je suis très présent, par exemple, dans l'Est Mono. Vous avez des localités où les kits sont déployés, où il n'y a même pas de réseau cellulaire. Là où on n'a pas de réseau cellulaire, vous voulez mettre Internet comment? Honnêtement, c'est-à-dire que... Mais la faute à qui? Non, la faute à tout le monde. Aujourd'hui, la faute à tout le monde. C'est-à-dire que vous n'avez même pas de couverture de réseau cellulaire. Maintenant, si vous n'avez pas de couverture de réseau cellulaire, imaginez maintenant aller envisager mettre le truc. Donc, en fait, après, donc, la base de données qui est créée, quand on va pouvoir voir exactement quels sont les noms qui sont en doublon et après, quelles sont les empreintes qui sont en doublon. Parce que l'empreinte, autant je peux donner un nom inventé, mais je ne peux pas inventer mon empreinte. Donc c'est pour ça que ce type de logiciel coûte très cher et les processeurs utilisent quand même des ordinateurs qui sont très puissants pour pouvoir enregistrer toutes les empreintes et puis dire tenez, il y a cette empreinte qui est en double, il y a cette empreinte qui est en triple. Donc normalement quand le logiciel fonctionne bien, il est quasiment impossible de se faire enregistrer à plusieurs reprises. Maintenant je ne sais pas ce que les gens appellent la biométrie. Bon, vous savez aussi dans le domaine de la sécurité biométrie aussi, intégrale, c'est-à-dire il faut apposer les 10 doigts comme les Américains le font aujourd'hui. J'ai fait la biométrie intégrale en Côte d'Ivoire lors des élections présidentielles en 2015. Je peux vous dire que on a fait les 10 doigts et des gens arrivaient le jour des élections, ils mettaient leurs 10 doigts. Ça n'était reconnu nulle part et à la fin de la journée, à partir de 10 heures déjà, on avait oublié la biométrie intégrale. On est revenu au bon vieux système avec carte d'électeur et signature manuelle. Donc, ce n'est pas ça. Pour moi, la chose la plus importante sur un processus électoral, la transparence la plus importante, c'est de s'assurer que la plupart des candidats et des partis politiques ont leurs représentants dans les bureaux de vote et que ces représentants-là suivent le processus jusqu'à la fin avec une capacité d'avoir le procès verbal à la fin du processus, ce qui permet à l'ensemble des candidats de pouvoir comparer les résultats bureau de vote par bureau de vote, CELI par CELI et après au niveau de la CENI. Je pense que c'est l'élément le plus important. Si on s'assure que les représentants des candidats sont dans les bureaux de vote et qu'ils ont les PV, ces PV-là permettent de comparer. Sinon, aujourd'hui, nous sommes sur une biométrie qui est relative. Si tel est le cas, et c'est qu'on doit se fier seulement et aux représentants dans les bureaux de vote, à quoi bon faire tout ce travail des dépenses exorbitantes? Ce que je dis, c'est que en réalité, la biométrie qui est utilisée actuellement permet d'éviter qu'une seule personne aille s'enregistrer à 3 ou 4 reprises et que le jour de vote, par exemple, qu'elle donne 3 ou 4 procurations ailleurs pendant qu'elle est en train de voter ailleurs. Donc le système fera que toutes les personnes qui sont enregistrées à 2 ou 3 reprises ou 4 reprises, elles seront extraites de la base de données. Maintenant, après le jour des élections, je dis, quand vous avez vos représentants qui sont dans les bureaux de vote, il faut que dans la base de données, c'est une personne, une voix. Et quand maintenant vous avez vos représentants dans les bureaux de vote, en ce moment, c'est eux qui vont s'assurer de la viabilité du scrutin, du mode de scrutin, du fait qu'il n'y a pas de bourrage d'urne, du fait que les gens ne mettent pas des chiffres fantaisistes après la compilation et le dépouillement. Et c'est, à mon sens, la chose la plus importante. Votre représentant à la CENI, quand on devrait démarrer cette opération, quelle a été sa revendication principale?
Non, c'est pas Qu'est-ce qu'il avait soulevé? Non, c'est pas une question de revendication. Nos représentants ont devoir s'assurer que ce qui se passe à la CENI respecte les normes. D'abord, les normes du règlement intérieur de la CENI, puisque la CENI a une règle intérieure. Et puis aujourd'hui, vous savez que autour de la CENI est déployé maintenant des experts. Donc, s'assure que en réalité, toutes les opérations sont mises à la disposition des experts et qu'il n'y a rien qui est caché. Et je pense que c'est ce que notre représentant a fait, même avant que les experts ne soient déployés, et continue à faire maintenant qu'il y a des experts qui sont déployés. Ou bien ils suivent seulement? Non, ils suivent pas. Vous savez, les scènes, d'abord, il faut dire une chose, peut-être que les Togolais ne savent pas, c'est que la loi autorise n'importe quel citoyen à aller assister aux plénières de la CENI. C'est autorisé. Si vous voulez aujourd'hui... On l'a dit pour le Parlement, mais est-ce que vous avez une fois vu, on a ouvert grandement les portes du Parlement aux citoyens? Vous comprenez que nos représentants sont finalement les personnes qui sont les plus prédatrices en réalité des lois de notre pays. Parce que si même au niveau de la représentation nationale, les députés ne sont pas en mesure de faire en sorte que les plénières au niveau de l'Assemblée soient suivies par n'importe quel citoyen, vous comprenez que quelque part il y a un problème avec les hommes. Combien plus forte raison la CENI? Oui, mais normalement la loi donne autorité à n'importe quel citoyen de suivre les plénières. Mais ce que je peux dire, c'est que notre représentant s'est attaché durant toute l'année qu'il a faite là-bas à s'assurer d'abord du règlement, d'une suivi du règlement et puis des règles en vigueur au niveau de la CENI et surtout de la transparence. Oui, mais apparemment, on vous constate, on vous remarque ou on vous perçoit aujourd'hui comme si vous êtes en déphasage avec vos camarades de la coalition et c'est des pics que vous jetez entre vous. Pourquoi? Parce que c'est au Togo, quand vous n'êtes pas avec le plus grand regroupement, c'est que vous êtes contre le plus grand regroupement, même s'il n'y a pas de raison apparente. Nous sommes en politique depuis 2012. Nous avons toujours mené une politique très très critique vis-à-vis du parti au pouvoir, mais il suffit tout simplement que vous ne soyez pas avec ce que j'appelle souvent le courant dominant de l'opposition pour être considéré, la plupart étant à tort d'ailleurs, comme ce titre peu flatteur qu'on a dans notre pays et un béquille du pouvoir. Mais c'est sur vos plateaux ici que un jour une représentante d'un grand parti a dit qu'elle combattrait un autre parti. Le cas, en l'occurrence, à l'époque, comme ils combattent unis. Vous faites allusion à Maître Isabelle Amégabi. Oui, donc en réalité, c'est que chaque fois que les gens ne sont pas avec certaines personnes, automatiquement, elles deviennent des adversaires et il faut les mettre dans l'escarcelle de unir. Mais bon, c'est tellement habituel que depuis maintenant 91, chaque fois qu'une formation politique, à l'époque c'était avec l'UFC, aujourd'hui c'est un parti avec l'ANC, quand vous n'êtes pas avec eux, c'est que vous êtes forcément inféodé au pouvoir. Mais nous revendiquons une chose. D'abord, notre indépendance, ça c'est très important. Et puis une seconde chose, c'est qu'aujourd'hui nous faisons partie des groupes des centristes et nous considérons que quand vous prenez les grands pays aujourd'hui, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le centrisme est une idéologie politique qui prospère, ni de gauche ni de droite, mais qui permet en réalité, par le pragmatisme qu'elle professe, de dire au fait, qu'est-ce que le peuple demande aujourd'hui? C'est l'amélioration de ses conditions de vie. Et à la limite, on s'en fout de savoir qui apporte l'amélioration des conditions de vie. Si aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé et son gouvernement sont en mesure d'apporter des solutions réelles aux problèmes posés par les Togolais, nous les applaudirons. Voilà, mais au lieu de rester dans des postures dogmatiques en disant tant que c'est telle personne, il ne fera jamais rien de bon, même s'il fait quelque chose de bon. C'est peut-être ça qui fait notre différence. Monsieur Jerry Tama, je vous avais posé la question tout à l'heure, si votre représentant avait eu à revendiquer ou à réclamer un certain nombre de choses. Chaque fois que beaucoup de Togolais se sont posé la question, si nous prenons la population du Togo en général, la partie sud est beaucoup plus concentrée en habitants. Oui. Mais le Grand Nord, il y a plus d'espace, mais pas trop occupé par les citoyens. Pourquoi on ne commence toujours pas le recensement par le Nord le Nord qui est sous-peuplé avant de revenir à la partie qui est surpeuplée? Mais on commence toujours par la partie qui est surpeuplée avec beaucoup de problèmes au départ, avant de retourner maintenant vers la partie sous-peuplée.
Ça, je ne saurais vous répondre. Ça fait demander... Vous avez été aux élections en 2015. Oui, les mêmes situations, vous les avez reconnues. Mais aujourd'hui, c'est la même. Je veux dire, en 2015, nous, on n'était pas à la CENI. En 2007, on n'était pas à la CENI. En 2010, on n'était pas à la CENI. Donc, à la limite, aujourd'hui, il faut poser la question à ceux qui ont fait toutes ces CENI-là et qui ont fini par installer cette habitude. Mais par contre, on peut avoir une explication qui peut être une explication logique. C'est qu'à partir du moment où toutes les opérations commencent par Lomé, il est plus facile de déployer sur Lomé d'abord et autour de Lomé dans la zone maritime et faire face aux problèmes. Parce que quand je regarde les problèmes techniques qui sont posés dans la première phase, ces problèmes-là ont été plus faciles à résoudre parce que la CENI avait son état-major ici et que c'était plus facile d'envoyer des techniciens, par exemple, d'ici à aller régler un problème technique qui a lieu par exemple à Tapamé. Et une fois que ce rodage-là a été fait, c'est beaucoup plus facile maintenant de le déployer à l'intérieur du pays que le contraire. Vous imaginez que si le recensement avait commencé par les régions de Dapan et ainsi de suite, les problèmes qui se poseraient là-bas auraient plus de difficultés à se faire résoudre. Non, mais on aura les mêmes techniciens sur place dans les CENI. À disposition des CENI. Je parle de l'état-major, même de la CENI. Aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est plus facile à la CENI de rayonner à partir de son centre, qui est Lomé, parce qu'à l'intérieur du pays, c'est la CENI. Donc, à la limite, c'est une explication pragmatique qui me vient à l'esprit. Mais en réalité, ça ne pose pas de problème. Commencer au nord ou au sud, l'essentiel, c'est d'avoir un fichier électoral fiable. Et aujourd'hui, tel que le processus est conduit, est-ce qu'on aura un fichier électoral propre, fiable, crédible, accepté par tous, écoutez, y compris le net même? On a constaté, et avec beaucoup de plaisir, pour nous qui avons demandé à aller se faire recenser, avec beaucoup de plaisir, que les Togolais de la zone 1 ont répondu massivement, sont sortis. On verra après la consolidation du fichier exactement quelle est la taille de ce fichier comparativement à celui de 2015. Mais il y a un constat qui est réel, c'est que moi, dans certaines zones que j'ai regardées, il y a même une progression du nombre de personnes qui sont allées se faire recenser. Et après, n'oublions pas que le processus se fait sous la supervision des experts de la CEDEAO, qui feront l'audit du fichier et qui diront exactement quelle est la nature de ce fichier. Il est très important de pourrait véritablement avoir le courage et dire le fichier c'est nul et il faut refaire. Et le pouvoir togolais, disons, l'État togolais pourrait accepter si réellement les experts électoraux de la CEDEAO fassent une telle injonction. Mais une autre question, vous parvenez tout à l'heure, la CENI chargée de constituer le fichier électoral est toujours incomplète. Vous étiez au nombre de 13. Et aujourd'hui, mais quand même, cette CENI a été qualifiée par la coalition comme étant illégitime et parfois même illégale. Mais vous y étiez. Pourquoi vous aviez choisi vous accrocher à cette CENI? Alors, Jerry, vous ne répondez pas pour le moment. On marque la pause et on revient. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour donc en studio avec notre invité, M. Jerry Tama. Alors, ma question était de savoir, l'opposition dit la CENI n'est pas légitime. Une partie de l'opposition. Disons, la coalition de l'opposition. Voilà, la coalition des 14 partis. Voilà, parce qu'il y a 100 partis dans ce pays. 110 d'ailleurs. Ah oui, mais pourquoi vous étiez resté scotché à la CENI? Non, écoutez, il faut peut-être dire aux auditeurs que l'article 12 du code électoral dit que pour entrer à la CENI, il y a 5 représentants de l'opposition parlementaire, 5 représentants de la majorité parlementaire et 3 représentants des partis extra-parlementaires. Il y a eu un appel à candidature fait par l'Assemblée nationale. Il y a 14 partis extra-parlementaires qui ont soumissionné. Il y a 2 qui ont été retenus par l'Assemblée nationale. On ne sait pas qui ont retenu. Parce que nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Il y a eu un vote à l'Assemblée nationale. Et les 3 partis qui ont été retenus se sont retrouvés à la CENI. Donc, ce n'est pas une question de se scotcher, mais c'est une question d'être au service de son pays. Quand vous êtes un parti politique et que vous allez soumissionner à une candidature qui a été lancée par votre Assemblée nationale, dont la crédibilité ni la légalité ne sont remises en cause. Je ne vois pas au nom de quoi la C14, qui est un regroupement de partis politiques, comme on peut en avoir d'autres, doit imposer leur volonté à l'ensemble des autres partis politiques. Ils ont décidé, ils sont libres, ils se sont mis ensemble comme ils veulent. Ils ont décidé de ce qu'ils veulent, et puis les autres formations politiques, nous, depuis le 20 décembre
décembre 2014, on a décidé de ne plus être dans les regroupements politiques. Et donc, nous aussi, en fonction des agendas de notre parti politique... Mais vous êtes au groupe des centristes, c'est un regroupement politique aussi? Non, le groupe des centristes est juste un cadre de réflexion et de concertation. Mais quand même, c'est un groupe de plusieurs partis. C'est un cadre de réflexion et de concertation. Et vous avez remarqué que uniquement quelquefois, depuis le lancement de ce groupe-là, quelquefois, sur certains sujets donnés, nous sortons une réflexion, mais il y a une indépendance systématique des formations qui sont dans ce groupe des centristes. Et alors, si tel est le cas, je peux aussi vous poser tout de suite la question de savoir, vous avez été obligé de faire démissionner votre représentant? Non, du tout. Personne n'a été obligé de faire démissionner notre représentant. Nous avons, avant même, quand la CEDEAO a commencé à intervenir au profit du Togo, nous avons dit que nous félicitions la CEDEAO pour les efforts qu'il faisait au profit du pays et que par rapport à cela, nous respections un certain nombre d'engagements. Et le 23 septembre dernier, la CEDEAO après avoir discuté avec l'ensemble des protagonistes sur une proposition de l'ensemble de ces protagonistes qui était, et nous l'avons dénoncé d'ailleurs, une violation flagrante même des lois de ce pays, parce que vous avez dit que des articles du Code électoral auraient été votés. C'est même pas des articles du Code électoral. Dans notre Code électoral ni dans notre Constitution, il n'est dit nulle part qu'il y a une cooptation des représentants de la société civile ou des partis extra-parlementaires par les partis parlementaires. Vous imaginez l'aberration que cela constitue, qu'on dise à la société civile qu'elle est supposée être neutre, qu'elle doit s'aligner soit sur le parti au pouvoir, soit sur l'opposition parlementaire. Et à des partis extra-parlementaires qui sont extra-parlementaires justement parce qu'ils ne sont pas encore entrés au Parlement et qui peuvent être en compétition même avec les partis parlementaires qui doivent absolument être cooptés par des partis parlementaires. Oui, mais vous avez fait de lobbying avant d'être voté puisqu'il y avait eu plusieurs demandes. Il n'y a pas eu de lobby. Aujourd'hui, nous sommes un parti politique qui a été présent aux élections législatives de 2013 et aux présidentielles de 2015. Si vous voulez prendre des partis qui participent à l'action politique dans notre pays, le OBU, qui est aussi un autre parti qui a été retenu, a été présent aux élections présidentielles de 2010 et aux élections législatives de 2013. Donc, en réalité, quand vous prenez sur les trois formations, à la limite, c'est uniquement le PDL qui a été lors de l'APG, ainsi de suite, qui reste, je veux dire, un parti qui régulièrement se retrouve à la CD et à la CENI. Sinon, les OBU et le NET, sur la base de leur activisme politique, à notre sens, c'est ce qui a retenu l'attention, mais je n'ai pas l'impression que on ait fait un lobby quelconque. Si ça a été fait, c'est vraiment... Est-ce la raison pour laquelle vous aviez envoyé un courrier à l'Assemblée nationale que vous maintenez votre candidat? Nous avons dit une chose qui est très importante. Oui. Ce n'est pas des gens qui vont aller dire que tel parti sortent de la CENI. Parce que l'article 15 de notre... Encore une fois, il faut dire aux auditeurs, la CEDEAO ne se met pas au-dessus des lois. La CEDEAO vient travailler dans le cadre des lois du pays. Oui, mais le plus souvent, un accord dépasse les lois. Non, un accord s'intègre dans les lois qui se mettent en place. C'est très important. Non, ici, c'est un accord politique. Non, et pour le moment, l'accord politique, il est où? Le relevé de conclusion de Shaw n'est pas un accord politique. Dans ce cas-là, vous imaginez un matin que si les deux là ils décident tout simplement un matin que le président Ford n'est plus président, donc il va se lever parce qu'ils ont décidé que le président n'est plus président ou bien non, mais ça n'a pas de sens. Passons. Maintenant, vous avez écrit à l'Assemblée que votre représentant à la CENI est maintenu. À quel titre? Nous avons rappelé à l'Assemblée nationale, qu'il n'y a que le parti qui est présent à la CENI qui peut décider de sa démission. Et que la démission n'est pas obtenue par des gens qui disent quelque part, il y a tel parti qui doit sortir. Donc nous avons rappelé ce principe, tout en disant que quand les conditions seront réunies, parce que nous avons fait une conférence de presse le 24, en disant, si pour la sauvegarde de l'apaisement, il faut faire ce sacrifice, parce que vous savez, les centristes sont souvent caractérisés par leur sens patriotique. S'il faut faire le sacrifice pour que il y ait de l'apaisement, on le fera. Et on l'a fait quand l'Assemblée nous a dit, écoutez, nous pensons qu'actuellement les conditions sont réunies à l'Assemblée nationale pour mettre en place
dans l'esprit de l'accord du 23, les représentants des partis parlementaires, parce que, encore une fois, c'est là, nous disons que vous aviez été alors obligés. Nous n'avons pas été obligés. Parce que si nous avions décidé de ne pas démissionner aujourd'hui, nous serions... Par quel moyen vous pouvez obliger quelqu'un à démissionner? Au nom de quoi? Donc si, malgré l'injonction de l'Assemblée nationale, vous pouviez choisir aussi rester encore là. Aujourd'hui, l'UFC décide de ne pas démissionner dans son bon droit, parce que l'article 15 du Code électoral dit on ne peut quitter la CENI que par démission, décès ou empêchement définitif. Donc si vous décidez de rester, vous allez rester. Les gens vont crier que, comme on est en train de crier sur l'UFC aujourd'hui, ouais, vous bloquez les choses, mais il n'y a aucun moyen qui peut obliger... L'UFC, vous n'êtes pas de l'UFC, mais parlons-en. Oui. Est-ce que l'UFC, la coalition dit, vous avez 2 députés à l'Assemblée, et la a dit aussi à 2 députés. Mais depuis plusieurs années et plusieurs joutes électorales, vous étiez toujours à la CENI. Maintenant, il faut que l'autre qui a le même nombre de députés que vous vienne. Il faut préciser quelque chose. Est-ce que c'est sorcier? Il faut préciser quelque chose. L'ADI n'a pas 2 députés, l'ANC n'a pas 25 députés. C'est l'ANC dit avoir 17. C'est le CST qui a 17 députés à l'Assemblée nationale. Mais l'UFC est rentré à l'Assemblée nationale au nom de l'UFC avec ses 3 députés avant que Djimon Horé ne parte. Oui. Mais le reste, Djimon Horé est parti. Oui, le reste c'est CST. Et le reste c'est Arc-en-Ciel. Et donc si on voulait dire vraiment les choses, les 2 partis qui sont rentrés à l'Assemblée au nom de leur formation politique, c'est Unir et UFC. Les autres sont rentrés avec l'appui des autres formations politiques. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, en 2013, comme en 2015, l'UFC était à l'Assemblée, à la CENI, au titre des partis parlementaires. Oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Oui, non, mais vous avez dit qu'il n'y a jamais eu de groupe parlementaire Arc-en-Ciel, il n'y a jamais eu de groupe parlementaire CST. Oui, mais c'est là où on dit que... Et donc, on tient compte, on s'en tient à ce qui est l'existant. Non, nous sommes dans une sorte de surenchère. C'est-à-dire que les gens disent, OK, nous sommes dans un pays où les gens se mettent ensemble, et quand ils rentrent à l'Assemblée, ils se découvrent qu'en réalité, qu'ils sont tout seuls. Donc, aujourd'hui, vous avez l'UFC qui est allé aux élections législatives de 2013 et qui a fait 8% du suffrage, 8%. L'Arc-en-Ciel, avec 5 partis, avec 10% de l'électorat, et le CST, avec toutes les formations politiques et toutes les associations, avec 28%. Aujourd'hui, vous dites à l'UFC qui a fait 28%, mais si on compte le nombre de voix, ça dépasse quand même la majorité. Vous parlez, non, oui, allons-y. Non, attends, 28%, non, c'est pas ça dépasse la majorité. Non, 28%. Le nombre de voix? Quel nombre de voix? C'est-à-dire le nombre de voix est compté. C'est-à-dire le nombre d'électeurs qui ont voté pour... Si vous prenez... C'est autre chose. Si vous prenez... Non, maintenant je peux vous donner les chiffres, mais on n'en est pas là. Mais aujourd'hui, vous dites, on a 28%. Je vous parle de... 28%, c'est le nombre de votants. Hein. Je ne vous parle pas du nombre de députés, je vous parle du nombre de votants. Le nombre de votants qui ont été sur les listes de l'UFC, c'est 8%. Je ne parle Arc-en-Ciel, pas... 10%. 10%. Unir, 44%. Ça, ce sont les vrais chiffres. 44% pour Unir, Arc-en-Ciel, 28% et 8% sur l'UFC. Donc, vous dites à l'UFC qu'il y a 8%. Arc-en-Ciel qui a 10% avec 5 partis politiques. Vous dites donc à un parti qui a 8%, qui n'a pas le droit d'être à la CENI, là où des partis se sont mis à 4 à 5 pour avoir 10%. Mais ça n'a pas de sens. L'UFC a fait 8% de l'électorat togolais. Et vous dites un parti qui a fait 8% de l'électorat togolais. L'UFC a combien de députés à l'Assemblée? C'est pour ça qu'on parle de l'aberration du découpage électoral. L'aberration du découpage électoral fait que Arc-en-Ciel, par exemple, qui a eu 28% du nombre de voix, se retrouve avec un rapport à l'Assemblée à 23% de présence à l'Assemblée. L'UFC qui a 8% se retrouve avec 3% de présence à l'Assemblée. Donc, s'il y a des partis qui ont été sérieusement lésés à l'Assemblée, le parti qui a été le plus avantagé, c'est Unir avec 44%. Unir se retrouve avec 63% à l'Assemblée. Le parti qui fait un bond, il a 44% de l'électorat, il se retrouve avec son 3%, non, son 10% à l'Assemblée. Et le parti qui en souffre le plus, c'est l'UFC. L'UFC avec 8% se retrouve avec 3 députés. Vous imaginez? Donc, monsieur Djeri Tamet, d'accord sur le redécoupage?
électoral. Il faut faire le découpage électoral. Mais M. Gilbert Bara, il dit il n'y aura ni redécoupage, ni cela, etc. M. Gilbert Bara dit que la question du découpage électoral n'a pas été abordée par les recommandations de la CEDEAO. Oui, parce voilà. que, encore une fois, est-ce que le recensement qui a été fait aujourd'hui est en train de... Je vous dis une chose. Oui. Je vous dis une chose. Encore une fois, on découvre aujourd'hui que les partis qui se disent majoritaires... Pendant ce temps, 22, 21, 80, 99, 92, 02, 80, 63. Les partis qui se disent majoritaires, la C14 ou bien les partis parlementaires, sur certains sujets, comme sur l'affaire de cooptation, s'entendent. Comme sur aussi l'affaire de... Quand il a fallu augmenter les salaires des députés, s'entendent. Okay? Et que maintenant, sur des sujets importants, là où il fallait discuter des sujets importants lors du dialogue, tout le monde a botté en touche. C'est-à-dire que aujourd'hui, si les Togolais, UNIR et la C14 veulent vraiment le bonheur des Togolais, qui s'entendent pour dire, écoutez, toutes ces questions-là, on peut les aborder. C'est pas une question de unir ou autre chose. Mais on peut décider, ils peuvent décider même aujourd'hui, s'ils sont tous d'accord, de repousser la date du 20. Mais tant qu'ils sont en train de faire leur jeu de Jacques et tu, au fait, c'est des formations qui prennent aujourd'hui en otage l'avenir de notre peuple. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le recensement électoral qui se fait respecte la feuille de route de la CEDEAO? Mais parce que là, il y a eu une feuille de route consensuelle par la feuille de présidentielle, par la feuille de route acceptée par les partis le 23, et c'est sur la base même de ce consensus-là que nous avons décidé de démissionner. Après, on s'est rendu compte que une partie de nos amis de la C14 ont dénoncé ce consensus-là à partir du 26. C'est dommage, mais aujourd'hui, si la feuille de route est sortie de son cadre, il revient au comité de suivi de le dénoncer, d'arrêter tout le processus. Monsieur Taoufik a une question à vous poser. Monsieur Taoufik, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Nous avons vu dans ce pays les députés chassés de l'Assemblée nationale sans leur démission. Et le Togo est demeuré toujours Togo. Rien n'a changé dans la couleur du drapeau togolais. Pourquoi vous voulez faire trop de polémiques sur l'UFC? Ils sont qui pour perdurer la crise de cette façon. Et vous êtes là pour les tenir d'une manière incorrecte là. Nous vous supplions, nous voulons la paix et la démocratie au Togo. Merci. Donc, à votre entendement, il le soutient de manière incorrecte. Il la soutient plutôt comme c'est l'UFC. Merci et bien noté, il vous répondra dans un instant. Madame, merci. Allô, bonjour. Oui, bonjour, madame. Voilà, c'est ici. Oui. Voilà, je voudrais demander à monsieur Djeri, pourquoi l'histoire doit-elle se répéter tout le temps et se corser davantage au Togo, comme du temps des Adémans, jusqu'à nos jours? Pourquoi l'histoire doit se répéter? Oui, dans quel sens? Qu'on bloque le pays, qu'on appauvrisse le pays, qu'on l'arrière. Et Adéma vit-il encore quelque part pour suivre tout ça ou quoi? Ça, c'est un. Maintenant, le RPT seul a 9 membres à la foutue CENI, là. Et la coalition de 14 partis n'en a que 8. Pourquoi cette gourmandise morbide doit se continuer tout le temps comme ça? Merci, bien noté pour vous, madame. Et c'est les 2 personnes que nous allons recevoir compte tenu du temps. Oui. Alors, monsieur Djerita, vous avez écouté la dernière personne dit pourquoi, c'est le second volet de sa question, pourquoi le parti au pouvoir se veut gourmand en ayant... Non, c'est même pas ça. C'est ce que dit qu'ils se sont entendus. Sur le code électoral, à l'article 12, normalement, le parti au pouvoir a 5 représentants. Et c'est nous découvrons que les gens subitement nous disent non, en fait à l'Assemblée nationale on s'est entendu que c'est 8-8. En oubliant que l'article justement 36 du code électoral dit que le quorum c'est 9 et qu'avec le représentant de l'administration, finalement, si on veut répartir les choses comme ça, on se retrouve donc avec 9 et 8. Et que donc même nos amis qui nous disent ouais, ils doivent avoir 8, si aujourd'hui même avec les 8 ils rentrent à la CENI, ils ne pourront pas bloquer l'activité de la CENI puisque le quorum c'est 9 et à partir du 9, même si les 8 décident de quitter la CENI est en mesure de travailler. Parce que l'article 36, c'est ce qu'il faut dire aux Togolais. Parce que l'article 36 dit le quorum c'est 9.
Si vous dites que finalement vous êtes entendu pour partager 8-8 et qu'avec le représentant de l'administration, les autres ils ont 9, même si vous quittez la CENI, vous ne pouvez pas bloquer l'activité de la CENI. Alors que le découpage initial permettait d'avoir 5 représentants de la majorité au pouvoir, 5 représentants de l'opposition parlementaire, 3 représentants des partis parlementaires, 3 représentants de la société civile et un représentant de l'administration. Et non, donc si toutes ces personnes étaient réellement indépendantes, il n'y avait pas de majorité. Alors, M. Jerry Tama, parlant de la CENI, je vous pose cette question toute simple. CENI au départ incomplète. À un moment donné, voilà, vous aussi, vous avez quitté la CENI. Vous avez quitté. On a nommé d'autres qui n'ont pas encore intégré la CENI. Finalement, on fait quoi au juste au Togo? Il faut demander à ceux qui décident. C'est-à-dire qu'on fait on fait quoi? Vous faites quoi? Vous, les acteurs politiques, depuis le 23, on s'est rendu compte qu'en réalité, si ce pays-là est bloqué, c'est la faute à UNIR et à C14. En réalité, les deux semblent prendre le pays en otage. Oui, ils prennent le pays en otage et que quand, en fait, ils nous donnent l'impression qu'ils ne s'entendent sur rien et que quand la vérité se dévoile, c'est qu'en réalité, ils s'entendent et ils prennent le pays en otage. Parce que on découvre tout simplement qu'ils sont prêts même à aller marcher sur les lois du pays sous le simple prétexte qu'ils s'entendent. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais vous poser une simple question. Est-ce que les Togolais ont marché dans ce pays-là pour aller à la CENI? Est-ce que le soulèvement du 9 août, c'était pour aller à la CENI? Où est aujourd'hui la question du retour à la Constitution de 92? Est-ce que en septembre 2017, quand la C14 disait « nous ne voulons pas aller à la CENI parce que nous considérons que la crise est tellement importante qu'il est hors de question d'organiser des élections dans ce pays ». Est-ce que cette crise-là est finie aujourd'hui et les gens se battent pour retourner à la CENI? Qu'est-ce qui a changé si ce n'est pas des morts et des prisonniers qui sont aujourd'hui dans les prisons? Qu'est-ce qui a changé entre septembre 2017 et septembre 2018 et aujourd'hui les gens se bousculent, disent « ah oui, c'est nous qui devons aller à la CENI ». Expliquez-moi. C'est la question que je vous pose. J'aimerais avoir quelqu'un... Vous ne me posez pas la question. Non, c'est la question que je me pose. Peut-être à l'auditoire. Que je me pose. Qu'est-ce qui a changé et que subitement on se rend compte que depuis septembre... Donc à votre entendement, la coalition a fait tout ça pour ça. La question qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'on a marché, envoyer des gens en prison, avoir des exilés pour à la fin dire qu'on veut prendre 8 places à la CENI? C'est ça la conclusion? Des députés avaient été chassés à l'Assemblée nationale et le Togo était resté Togo. Mais pourquoi vous soutenez l'UFC? Non, mais aujourd'hui, pourquoi? L'auditeur a dit maladroitement. Nous ne soutenons pas la UFC. L'UFC fait ce qu'il veut. Mais la question que je pose, c'est que c'est absolument dérisoire de se rendre compte que tout le soulèvement du peuple togolais aujourd'hui se résume à des places à la CENI. Honnêtement, c'est faire une injure à tous ces Togolais-là qui ont perdu des gens, qui ont quitté le pays, qui sont aujourd'hui en prison, de se rendre compte que tout le combat se résume à une bataille de chiffonniers à la CENI. C'est pour ça que nous, on en a sorti, en disant qu'honnêtement, nous ne pensons pas que les Togolais font tous ces sacrifices-là pour des places à la CENI. C'est pour ça qu'on en a sorti, on a dit, ce n'est pas important. Le plus important, c'est pas ça. Honnêtement, on a marché pour aller à la CENI, c'est tout. Donc oui, c'est la raison pour laquelle vous soutenez l'UFC. Non, on ne soutient pas l'UFC. On en est sorti. Si on voulait soutenir l'UFC, on serait à l'Assemblée. On serait à la CENI actuellement. Oui, maintenant, si la C14 refuse d'aller à l'Assemblée, est-ce que Jerry Tama, qui a déjà démissionné, va encore faire retourner ses membres à la CENI? On a démissionné. Quand on démissionne, on est parti, mon cher ami. On est parti définitivement. Mais on a nommé d'autres personnes. Aujourd'hui, vous avez la CDRPA. Et si ces messieurs-là ne prennent pas votre place, est-ce que Jerry Tama ne serait pas tenté de retourner? Mais quand vous démissionnez, il faut faire maintenant une nouvelle élection pour retourner. On est sorti. Ils ont dit que tout le combat qu'on a fait là, c'était pour la CENI, on les a laissé la place. Parce que subitement, on découvre que non, ce n'est plus la C14. Que faire maintenant, selon vous? Nous sommes à la fin de l'émission. Oui. Que faire pour sortir le Togo de l'ornière? Pour que mes parents au village, vos parents au village puissent trouver à manger. Il faut que les militants demandent des comptes aux leaders politiques. C'est important. Les leaders politiques ne peuvent pas tous les jours dire une chose le contraire et qu'on ne leur demande jamais de compte. Il faut que les militants posent des comptes aux leaders politiques. Il faut que les gens demandent aux gens aujourd'hui, mais pourquoi mon fils, mon frère, telle personne a quitté le pays en prison? Est-ce que c'est uniquement pour aller à la CENI que les gens ont souffert dans ce pays? Donc il faut un devoir de redevabilité que les leaders politiques doivent avoir pour les citoyens. Monsieur Jerry Tama, merci d'être venu chez nous. C'est moi qui vous remercie. C'est fini pour aujourd'hui. Ascol, merci pour l'accompagnement technique. Jacob Ahama vous donne rendez-vous à 9h et à 13h. Nessie sera là pour le journal. Bonne journée à tous.